Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui est carrément devenue une rebelle révolutionnaire. Ce qui est beaucoup plus cool sur le papier que dans la réalité. Simin Nouri est née en Iran. Elle a fait des études en France et lorsqu'elle est rentrée dans son pays, la révolution y avait instauré un régime islamique misogyne. Elle me raconte son histoire, cousue dans l'histoire avec un grand H. Mais avant de lui donner la parole dans ce nouvel épisode, un peu de contexte. J'ai rencontré Simin Nouri une semaine avant d'enregistrer cet entretien, lors d'un déjeuner organisé par la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Son but était d'informer les journalistes au sujet de la situation des femmes en Iran. Et je me suis dit que Simin serait la mieux placée pour raconter directement ce que ça veut dire d'être une femme en Iran de nos jours et comment cette situation a évolué au fil des ans. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympa. Le mieux, c'est encore de t'abonner à ce podcast et d'en parler autour de toi. Tu peux retrouver Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur la chaîne YouTube du même nom, mais aussi sur mademoiselle.com et sur Spotify. Bonne écoute. Je suis avec Simin Nouri. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien sûr, sans problème. Je préfère. Simin, tu es architecte et docteur en histoire de l'art. Oui. Et tu es également militante, puisque tu présides l'Association des femmes iraniennes en France. Oui. Et que tu es également membre du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Tout à fait. Je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées pour commencer cet entretien. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? J'étais une fille assez sage, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et j'ai vécu dès le début, si vous voulez, la différence, je peux dire un peu culturelle, entre deux familles qui se déchiraient. Et une deuxième fois, mes parents se sont rapprochés à cause de moi pour vivre ensemble. Mais cette fois-ci, j'étais plus âgée et j'ai souffert 2 fois plus. Ça m'a donné, si tu veux, une sorte de recul sur la vie, sur l'enfance. Mais en même temps, ça m'a donné peut-être pas mal de force pour faire face à ce que la vie nous réserve. Alors, quand tu avais 7 ans, je peux te demander, c'était vers quelle année ? Écoute, c'était en 1960 à peu près. Et tu vivais en Iran ? Je vivais en Iran. J'avais une famille de la classe moyenne. Mon père était ingénieur spécialiste des mines, donc il voyageait beaucoup. Et ma mère était fonctionnaire. Mon père, je suis née dans une famille pro-Mossadegh. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un premier ministre démocrate de l'Iran. Je veux dire, c'était une période où les Iraniens ont pu respirer un peu de démocratie à son époque. C'était dans les années 1932 par là. C'est lui qui a nationalisé le pétrole iranien, qui était dans les mains des Anglais à l'époque. Donc, mes parents, en général, militaient beaucoup pour ce premier ministre exceptionnel dans l'histoire de l'Iran. Donc, j'ai connu dès le début, par exemple, que ma mère, mes tantes, allaient militer un peu pour lui, mais bon, j'étais très petite, mais ça m'a touchée aussi. Donc le régime politique à ce moment-là était... C'était le Shah d'Iran. D'accord. Et alors, c'est pas un régime démocratique, mais il y avait des libertés individuelles. Si vous voulez, le Shah pour moi, c'était un dictateur, si vous voulez, moderne. C'est quoi un dictateur moderne ? Plus ou moins par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran. Et lui, il tenait à avoir une image, une bonne image de l'Iran, surtout vers l'Occident. Donc, il était amené à laisser les femmes. Je ne veux pas dire que c'est lui qui a donné la possibilité aux femmes de faire quoi que ce soit, mais c'est les femmes iraniennes que dès qu'ils voient une sorte de lucarne de lumière
s'éclatent. Et voilà, donc elles ont avancé dans l'éducation, elles ont avancé par présence massive dans les sphères du travail, etc. Donc toi, par exemple, quand tu grandissais en Iran, t'allais à l'école? Oui. Je suis allée à une école mi-privée qui était mixte, ce qui est impossible aujourd'hui en Iran. C'est vrai? Oui, bien sûr. Les garçons et les filles sont séparés actuellement. Et donc, j'ai fait une école mixte. Après, je suis allée dans un des meilleurs lycées de Téhéran. On avait à sa tête une femme qui était plus ou moins féministe. Et donc, une fois que elle est devenue ministre du Shah d'Iran, enfin, l'un des ministres du cabinet, on a fait une grève, mais une grève générale au lycée, ce qui était quand même interdit à l'époque du Shah, quand même. Et on voulait rejeter la nouvelle directrice, mais donc je garde des souvenirs assez militantes, même de l'époque du lycée. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle? Ah oui. J'avais peut-être 5-6 ans. Et comme mes parents étaient divorcés, donc ma mère est revenue chez son père. Donc j'étais en quelque sorte élevée par mes grands-parents maternels, côté de maman. Et mon grand-père avait loué une sorte de grand jardin à l'ouest de Téhéran. Donc on est allé pour les vacances avec mon cousin là-bas. Et comme il y avait de plus en plus d'invités qui souhaitaient venir de Téhéran et passer quelques jours ou le week-end avec nous, mon grand-père a fait appel à un maçon pour un peu allonger l'immeuble, rajouter 2 ou 3 pièces. Et moi, avec mon cousin, on jouait dans le jardin, mais je voyais le maçon. C'était un gros monsieur avec une moustache et il a commencé à monter les murs en appelant les briques, parce qu'en Iran, les constructions sont en général en briques avant que le béton arrive. Et donc, il chantait en construisant le mur et il appelait son commis à lancer une brique. Et ça m'a donné une envie folle de devenir architecte et de construire. À 5 ans aussi, quand tu voulais devenir architecte, oui. Et t'es devenue architecte, donc. Et je suis devenue, heureusement, j'ai pu, mais ça m'a donné envie de monter les murs, quoi. Mais après, donc, j'ai pensé à d'autres métiers, mais j'étais toujours intéressée, par exemple, par les revues architecture. Je regardais les intérieurs, les extérieurs. J'aimais bien les monuments en Iran, etc. Donc, ça m'a amené, si tu veux, à développer un peu cette première idée. Et quand tu grandissais à l'époque, donc, tu dis que je veux devenir architecte, et autour de toi, tes parents, tes professeurs t'encourageaient? C'était non possible. Attends, je me souviens que à côté du métier d'architecte, j'aurais bien aimé faire du ballet, devenir ballerine, parce que ma mère voulait que je fasse tout ce que elle n'a pas pu faire dans sa vie. Et comme j'étais la fille unique, donc elle m'achetait des habits pour faire du ballet, tout ce que tu veux. Mais la famille de mon père, qui était un peu plus était conservatrice, si tu veux, disait que moi, je serais danseuse et ça va être la honte de la famille. Donc, finalement, j'ai arrêté de vouloir devenir ballerine. Et non, mais après le lycée, j'ai passé les concours parce qu'il y avait les concours nationaux on pouvait choisir 5 branches, 5 domaines différents. Donc, j'ai coché pour, bien sûr, l'architecture d'intérieur. Et j'étais admise dans 3 facultés. Et finalement, j'ai choisi donc l'architecture, bien sûr. Et ensuite, pour faire des études supérieures, ma mère tenait absolument à m'envoyer à l'étranger parce qu'à l'époque, si tu veux, les études s'arrêtaient à un niveau et après,
certaines familles souhaitaient que leurs enfants aillent plus loin. Donc ma mère tenait absolument que j'aille à l'étranger, d'autant plus que, si tu veux, à l'époque, comme il semblait à la famille de mon père que moi j'étais élevée par ma mère voulait que je sois parfaite, pour dire que moi j'ai élevé ma fille comme ça et comme ça. Voilà, donc après, mon père au début n'était pas d'accord que je voyage, mais ma mère a insisté et finalement on m'a envoyé, j'avais envie en fait d'aller en Italie. Mais à l'époque, il y avait des problèmes d'équivalence entre les diplômes. Donc finalement, je suis venue en France. Et en France... Alors, t'avais quel âge quand tu arrives en France ? J'avais une vingtaine d'années. D'accord. Et ensuite, donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts, j'ai fait les Arts Déco, ENSA de Paris, rue d'Ulm. Et j'avais tout ça à faire pour retourner en Iran. Après, en Iran, à l'époque, pour devenir... ma mère souhaitait toujours que je sois... que j'enseigne à l'université, etc. Donc, elle m'a dit, c'est bien que tu t'inscrives après les arts déco ou après les beaux-arts. Il n'y avait pas d'autre chose. On avait le diplôme. Mais ensuite, pour enseigner, il fallait un doctorat. Donc, je me suis inscrite à la Sorbonne, à Paris 4, et j'ai fait une sorte de mémoire et après une thèse sur l'architecture en Iran, au nord de l'Iran, au bord de la mer Caspienne que j'adore. Et donc, une fois que j'ai eu mon doctorat, je suis retournée en Iran. C'était dans les années 80. C'était quelques mois après la révolution anti-monarchique. Et je suis arrivée en Iran et bien sûr, je cherchais à aller enseigner, par exemple, à l'école des Beaux-Arts à Téhéran ou à l'école des Arts décoratifs. Et j'ai envoyé... Bien sûr, il fallait une sorte d'équivalence par rapport au diplôme que j'ai eu en France. Et il fallait que le ministère de l'enseignement supérieur accepte. Donc, il y avait toute une démarche à faire administrativement que j'ai faite. Et après, donc, j'ai envoyé des demandes... mon CV plus des demandes de travail dans ces écoles-là. Et j'ai eu un entretien avec un monsieur qui est devenu le directeur des Beaux-Arts, section architecture en Iran. C'était à l'université de Téhéran et l'autre, c'était à l'école des arts décoratifs de Téhéran. Donc j'ai eu 2 rendez-vous et je suis allée. Comme c'était quelques mois après la Révolution, on n'avait pas encore le foulard. Donc, je suis allée et je me suis présentée. J'ai tendu la main pour dire bonjour. Main, oui. Et les deux ont fait comme ça. Ils ont mis leurs mains dans le dos. Voilà. Ils se sont cachés les mains. Et pour moi, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Mais bon, passons. Parce que pendant le temps où tu étais en France, le changement de régime était passé d'une monarchie à ce qu'on pensait devenir quelque chose un régime plus ouvert, mais en fait, pas du tout. Non, en fait, si tu veux, c'est Khomeini qui a pris le pouvoir. Et donc, avec lui, il y a eu pas mal de gens, et surtout des Iraniens qui avaient fait des études aux États-Unis, qui sont revenus en Iran, qui ont pris des postes importants. Donc, ces 2 personnes dont je te parle avaient fait des études d'architecture aux États-Unis. Et malgré ça, comme c'était peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas leur famille, mais peut-être ils venaient des familles très traditionnalistes, etc. Ils commençaient à refuser d'avoir une femme, de serrer la main d'une femme, etc. au début. Donc, moi, je me rappelle, en retournant chez moi, ils ont dit que, pour le moment, ils étaient en train de mettre dehors les anciens profs et qu'ils n'ont rien décidé, ils vont voir. Et le deuxième m'a dit que, de toute façon, vous savez, c'est très rare qu'il va y avoir une femme professeure en architecture parce qu'il y a beaucoup d'élèves hommes architectes en architecture, en études d'architecture. C'est-à-dire que ces hommes ne vont pas accepter une femme comme prof d'archi. Bon.
On a laissé tomber. Évidemment. Qui veut aujourd'hui apprendre des leçons d'une doctorante en architecture? Personne. Alors, donc, finalement, je suis restée 8 mois à Téhéran et j'ai tout fait pour trouver du travail. Même au ministère de l'Éducation nationale, ils cherchaient des profs, étant donné que beaucoup de profs ont été licenciés après la Révolution. Et à chaque interview, on me disait que vous avez trop de diplômes, c'est dangereux, c'est pas la peine, etc. Et après 8 mois, ma mère était dans un état de dépression pour moi parce que j'avais tout, ma vie étudiante, ça a été vendue ici. J'avais tout vendu. Je suis retournée en Iran pour servir mon pays, mais finalement, mon pays ne voulait pas de moi. Et c'était vraiment triste. Et ma mère a parlé avec mon père en disant que c'est pas possible, elle va sombrer dans la dépression et il faut qu'elle retourne. Donc on m'a renvoyée ici. Et comme j'étais encore inscrite en doctorat, je suis revenue en France et j'ai continué, si tu veux, comme étudiante en doctorat d'État à l'époque, à Jussieu. Mais petit à petit, j'ai trouvé du travail dans les agences d'archi, donc j'ai laissé tomber les études parce que c'était pas compatible. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà. Et après, petit à petit, j'ai continué. Je me suis remise à avoir un studio et quelque chose. J'ai tout racheté encore. Et j'ai rencontré mon mari. Donc, on s'est mariés en 81. Et après, donc, j'ai travaillé en architecture. J'ai eu une fille en 87. Elle est avocate au barreau de Paris. Je suis très fière d'elle. Et ce qui me donne énormément de plaisir, c'est que elle est très sensible à la question des femmes et tout ce qui se passe en Iran aussi. Donc ça, je crois que c'était une réussite, pas seulement dans son éducation, mais dans sa manière de voir et sa vision. Depuis que tu es partie pour revenir en France, t'avais essayé de revenir en Iran? Enfin, je veux dire, tu suivais la situation politique et t'attendais de pouvoir rentrer? Je suivais la situation politique jusqu'à ce que je me suis mariée avec mon mari. Et petit à petit, mon mari n'a pas voulu rentrer en Iran parce que il était beaucoup plus politique que moi au début, si tu veux. Mais moi, j'étais assez loin de la politique parce que j'avais, je sais pas, un esprit un peu vers l'art. J'étais très loin. Mais grâce à lui, je crois que je me suis rapprochée des événements qui se passaient. J'ai commencé à suivre les événements qui se passaient en Iran. Et comme la situation se dégradait de plus en plus, et surtout vis-à-vis des femmes, j'étais très, très intéressée de suivre les événements. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que la raison pour laquelle je voulais absolument faire cette interview avec toi, c'est que la plupart des femmes, plus ou moins jeunes, que j'interviewe dans le cadre de ce podcast, souvent naissent dans une société qui est plus sexiste. Et plus les années passent, et plus la situation s'améliore pour les femmes. Et en fait, dans ton cas, dans ton histoire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les femmes avaient plus de droits et de liberté en Iran quand tu es née et quand tu grandissais là-bas, et qu'aujourd'hui. Oui. Et je voulais qu'on fasse ce point ensemble pour que tu puisses nous parler de cette situation. Enfin, je dis nous parce que je vais faire la porte-parole de tous les gens qui nous écoutent. Parce que cette histoire m'a beaucoup touchée. On s'est rencontrés au cours d'un déjeuner qui était organisé par... la FEMO, qui est une fondation d'études du Moyen-Orient. Et tu étais venue donc avec Farid Mojgan et Farideh, deux femmes iraniennes. Mojgan avait était obligée de quitter l'Iran à cause des conflits avec son mari qui descend d'une famille très conservatrice liée au régime.
et que le frère de Mojgane fait des activités politiques à l'étranger. Donc, elle a été double victime de la famille de son mari et du régime. Donc, elle a dû quitter l'Iran clandestinement. Et donc, voilà, elle est là depuis 2 ans. Elle a témoigné de ce qu'elle a souffert. Qu'elle avait porté plainte pour violence conjugale, Oui. mais qu'en fait, au tribunal, on lui reprochait de faire des histoires et de nuire à la bonne réputation de son mari. Tout à fait. Ok. Et donc, pour en revenir à toi et ton parcours et la situation des femmes en Iran, avant cet épisode où tu passes des entretiens et où on te refuse un contact physique, carrément. Ouais. Est-ce que avant ça, il y a un moment dans ta vie, dans ton éducation, où tu t'es rendu compte que tu étais une femme parce que les gens te traitaient différemment parce que tu es une femme? Oui. Ah, c'était quand? Alors, c'était, si tu veux, dans la famille de mon papa, il y avait des cousines à moi qui se sont mariées avec des hommes. Et à l'époque, je me rappelle, quand j'allais de temps en temps le week-end chez mon père qui s'était remarié avec sa femme, et il y avait ces cousines avec leur mari. Et moi, à l'époque, je portais de temps en temps des mini-jupes. Et j'ai eu des remarques que mon papa ne me disait pas de ne pas porter des mini-jupes, mais c'est les maris de mes cousines faisaient des réflexions à des cousines, des cousines qui faisaient des réflexions à mon père. Donc j'ai eu ça. Et de la part d'une tante aussi, comme à l'époque ma mère voulait que je sois toujours très élégante, porter des collants, etc., etc. Et disait que c'est encore très tôt pour moi. Ou je me rappelle quand on a fait l'épilation des sourcils, j'ai eu aussi des réflexions parce que c'était très tôt. C'était trop tôt pour t'épiler les sourcils. Voilà. Mais c'est ma mère qui prenait l'initiative. J'étais même pas. Je crois que ma mère était très féministe. C'est vrai. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle me poussait. Je me rappelle dans la famille, les gens disaient qu'un jour on viendra au mariage de Simine. Et elle se mettait en colère. Elle me disait je veux qu'elle soit ministre, qu'on ouvre son bureau. On arrive et dit bonjour Madame la ministre. Elle ne voulait jamais que je sois mariée à l'époque. Oui, elle était adorable. Elle me manque beaucoup. Aujourd'hui, si tu es une femme en Iran, est-ce que tu peux avoir une vie sans être mariée? Très difficilement. Très difficilement. Je ne sais pas si tu te rappelles, Farideh parlait de 980 000 femmes qui travaillent avec le système de télégramme, mais qui sont célibataires. Et qu'elles ont 40 ans. Tu te rappelles, pendant la réunion, on a parlé de ça. Les femmes qui ne sont pas mariées vivent très mal. Ne serait-ce que, par exemple, pour louer un appartement. Hein, ne serait-ce que pour sortir seule dans une soirée, revenir seule. Quand je te parle des femmes de la classe moyenne ou dans les petites villes ou des villes de taille moyenne. Les femmes qui sont assez riches, bien sûr, font appel à des agences de taxi, etc. Je veux dire, il y a une femme qui n'est pas mariée, même à Téhéran, parce que moi j'ai 2 cousines qui ne sont pas mariées, qui ne voulaient pas être mariées. C'est-à-dire, il y a une qui est divorcée, mais l'autre qui n'a jamais voulu avoir un mari. Elles ont du mal, elles avaient du mal à par exemple, louer un appartement. Et les propriétaires demandaient, mais qui est votre mari? Qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vois, c'est un peu difficile. Mais l'ennui, c'est que de l'autre côté, le mariage coûte tellement cher en Iran que même les garçons hésitent il faut avoir une maison, il faut avoir un travail stable, etc. Étant donné que la situation économique est catastrophique, il y a énormément de jeunes qui ont envie de se marier, mais qui n'ont pas les moyens de se marier.
Pourquoi si tu dis que ça coûte cher, c'est parce qu'il faut faire une grande fête Ah oui, ah oui, ah d'accord. oui, ah oui. T'as pas le droit de juste aller à la mairie. Ah non, non, non. Non. Non, c'est très difficile. Et tu disais que c'est compliqué de réussir à louer un appartement parce que la loi l'interdit ou c'est juste un manque de confiance dans les femmes seules? Non, les lois interdisent énormément de choses, mais bon, nous ne vont pas aller jusqu'à là. Mais si tu veux, la tradition fait que une fille seule, une femme seule a du mal à avancer dans la vie. Et si elle est divorcée, c'est encore pire parce que, bon, c'est-à-dire qu'elle est, excuse-moi de dire ça, mais qu'elle est disponible. Donc tout le monde essaye d'en profiter. Si tu as une famille qui est derrière toi, si tu es divorcée, comme par exemple ma cousine, il y a une famille derrière elle. Donc on ne l'a pas lâchée dans la nature. Mais je veux dire, il y a des cas où la femme n'a personne. Et là, c'est vraiment, elle est ciblée par beaucoup d'hommes. J'imagine que quand tu dis qu'il y a une famille derrière, il faut qu'il y ait des hommes, un père, des frères, quelque chose. Si elle a juste une mère derrière elle, ça il y a une mère, mais il y a des cousins. Oui, okay. Elle n'a pas de frères, mais il y a des cousins des hommes prêts à défendre des hommes, honneur. Voilà, okay. Exactement. Quels sont les droits que les femmes ont perdus depuis la chute de la monarchie? Je ne veux pas laisser dire que on a perdu, etc. Parce que, si tu veux, comme je t'ai dit, les droits n'ont pas été donnés aux femmes iraniennes. Les femmes ont arraché peu de liberté qui existait à l'époque du Shah. Mais avec l'avènement de la République islamique, qui d'ailleurs n'a rien d'une république, parce que c'est le guide suprême qui a tous les leviers de pouvoir. C'est pas le peuple qui a le pouvoir. Depuis l'avènement, si tu veux, ne serait-ce que dans la constitution de la République islamique, dès le début, 2e article parle de la situation de la présidente de la République qui doit être un homme. Donc les femmes ne peuvent pas devenir présidente de la République. C'est la Constitution. D'accord. Les femmes ne peuvent pas devenir juges. Ça, c'est la Constitution. Après, je ne sais pas si tu as lu dans notre article, il y a un arsenal législatif misogyne et dans le code civil et dans le code pénal. Les filles sont matures pénalement, si tu veux, dès l'âge de 9 ans. Et les garçons à l'âge de 15 ans. Imagine-toi, une fille de 9 ans peut être donnée au mariage. Ça, c'est légal. C'est légal. C'est la loi. C'est la misogynie institutionnalisée, légalisée et pratiquée au quotidien. Tu me parlais de l'article 20 de la Constitution, je crois. Il y a un article qui dit que les hommes et les femmes ont des libertés garanties par la loi. Mm-hmm. Le problème, c'est que comme c'est une version de la loi islamique qui s'applique... Mais toujours, c'est-à-dire, dès que tu vois le mot liberté dans les lois en Iran, tout de suite, c'est suivant les préceptes de l'islam, suivant les lois islamiques. Alors, il n'y a pas de définition exacte et pratique, c'est-à-dire comment c'est pratiqué dans la vie. Donc, dans n'importe quelle ville en Iran, il y a ce qu'on appelle les imams de prière de vendredi. Ils sortent toutes sortes de lois à chaque prière. Tu ne sais pas pourquoi, parfois. Je ne sais pas si tu te souviens concernant l'assèchement, par exemple, du fleuve Zoyan-Derud, qui est un fleuve antique et qui a toujours irrigué la très belle ville d'Ispahan, et c'est complètement asséché actuellement. Et l'imam de prière de vendredi d'Ispahan dit que c'est à cause des mal voilés, les femmes mal voilées, que le fleuve
et séchée. Écoute, dans quel niveau de science vivent les Iraniens? On parle bien actuellement, parce que Actuellement. T'es pas en train de parler d'il y a 50 ans. Non. Ça, c'est pas actuelle. il y a un an qu'il a dit ça. D'accord, donc nouvelle théorie à place du réchauffement climatique, les femmes mal voilées. Oui, voilà, exactement. Très bien, je note. Exactement. Je rigole par désespoir, parce que mieux vaut rire de ça, mais donc effectivement, c'est ça le problème, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas protégées par la loi, puisque les lois... Pas du tout, au contraire. Au contraire, les lois mettent en place un système de répression, si tu veux, légalisé. Alors il y a une mesure en particulier, donc j'étais en train de lire l'ouvrage collaboratif auquel tu as participé, où en est l'Iran, où tu as écrit une partie sur les droits civils et politiques. Oui. L'état des droits de l'homme en Iran. Et notamment, il y a une partie sur les femmes, donc déjà les peines sont extrêmement sévères. Oui. Il y a une partie sur l'adultère qui m'a particulièrement marquée, puisque... Donc, si j'ai bien suivi, en cas de flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme sont condamnés à la lapidation jusqu'à ce que mort s'en suive. Je parle même pas d'homosexualité parce que ça aussi c'est... Ah oui, ça c'est interdit. Voilà. Oui, et qu'en fait, la polygamie étant tolérée pour les hommes, ils peuvent éventuellement réussir à éviter la peine en signant un contrat de mariage. Donc en fait, provisoire. C'est juste qu'ils ont 2 femmes. Exactement. Tout passe, alors qu'une femme mariée, elle n'aura pas d'échappatoire, elle est condamnée à mort. Ouais, bien sûr. Et la peine de mort est toujours appliquée en Iran. La peine de mort est appliquée en Iran et l'Iran détient le record d'exécution par habitant dans le monde. Et à chaque fois que il y a, si tu veux, une résolution des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme, on précise ça. L'Iran détient le record des exécutions par habitant. Et l'Iran est aussi un pays qui exécute les mineurs, c'est ça ? L'Iran est un pays qui exécute les mineurs délinquants au moment des faits. Et il y a eu énormément d'avertissements de la part de l'ONU, mais rien à faire. Récemment, il y a eu un jeune homme qui a fait une bêtise quand il a eu 15 ans. En général, ils attendent jusqu'à ce qu'il ait 18 ans pour le pendre. Et ça, c'est affreux. Et il continue et il n'écoute pas les avertissements du monde entier, des militants des droits de l'homme. Et à l'époque de Rouhani, donc le président soi-disant modéré, je ne vois pas la modération dans ce système d'idéologie, mais on a dénombré 82 femmes pendues en Iran. La plupart de ces femmes étaient des femmes très jeunes données au mariage par la famille et qui n'aimaient pas leur mari ou qu'elle était soit victime des violences conjugales, soit que le mari était toxicomane. Donc elle était obligée d'aller chercher de la drogue pour le mari. Et notamment, l'une d'entre elles a été arrêtée au moment où elle était en train d'acheter, si tu veux, de la drogue pour son mari. Et elle a été pendue. Imagine-toi. Il n'y a aucune protection pour les femmes. Aucune protection, au contraire. Elles sont les fautives pour tout. Elles n'ont aucun recours quand elles sont mises devant la justice. La seule chose que je peux te dire, c'est, bien sûr, dans les familles riches, elles sont en mesure de payer des amendes, elles sont en mesure de faire appel à des bakchiches pour faire sortir leurs proches de la prison ou d'arrestation ou de centre de détention. Mais pas toutes les femmes. La plupart des femmes n'ont pas cette possibilité. Il faut voir ça, il faut dire ça, il faut crier ça. Ceux qui ont subi
les femmes iraniennes, elles subissent depuis près de 40 ans en Iran, c'est inimaginable. C'est pour ça qu'elles sont si présentes maintenant, parce qu'elles étaient les premières cibles de l'intégrisme islamiste que Khomeini a amené en Iran. Et il faut te dire une chose, c'est que les femmes sont vraiment la force du changement qui va venir. Parce que ce régime a été, si tu as entendu parler de ce qui s'est passé à la fin du mois de janvier et quelques semaines à la fin du mois de décembre 2017 et quelques semaines en janvier, voire février en Iran, il y a eu une sorte de soulèvement qui s'est propagé en l'espace de quelques jours dans plus de 140 villes en Iran. C'était pas seulement à Téhéran, ça a commencé à Mashhad, qui est une ville sainte au nord-est de l'Iran, et s'est propagé, mais d'une vitesse incroyable, où on voit à travers les vidéos qu'on a reçues, que la plupart de ces vidéos étaient filmées par des femmes, étaient commentées par des femmes. On voit une petite femme chétive à Hamedan, la ville de Hamedan qui se trouve à l'ouest de l'Iran, qui se met devant un agent du régime assez costaud. Elle est toute petite, elle regarde les yeux dans les yeux et elle dit maintenant « Dites Abba Khamenei ». Khamenei, c'est Ali Khamenei qui est le guide suprême actuel de l'Iran. Elle crie, elle dit maintenant « Dites Abba Khamenei ». Et tu entends dans la manifestation tout le monde scande ça. Et ça, regarde, ça me donne la chair de poule. Donc, les femmes sont initiatrices de ces rassemblements. Elles font tout, elles informent, elles mobilisent, elles cachent les manifestants qui sont poursuivis ou blessés. Donc, tu vois tout ça. Alors, quand j'ai lu au début de l'année dans un quotidien en France, qu'on dit que cette fois-ci, en comparaison avec tout ce qui se passait en 2009, il n'y avait pas beaucoup de femmes, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire d'être aveugle et ne pas voir ce qui se passe au fin fond de la société iranienne. La société iranienne ne se résume pas au nord de Téhéran. Ce qui se passe, c'est que les femmes sont en train de se mobiliser, mais elles se mobilisent. Elles n'ont pas d'autre choix. Mais il faut que ça soit comme ça. Mais je suis sûre qu'elles vont réussir parce que cette fois-ci, c'est décidé. Si tu veux, c'est la couche défavorisée qui constitue la base du régime iranien. Maintenant, ils disent lâche Syrie, lâche Yémen, lâche Liban, occupe-toi de nous. Ça, c'est les slogans rimés très joliment en langue persane. Ils disent conservateur, réformateur, ton jeu est fini. C'est fini. Donc, tout ça, c'est qui? C'est cette couche défavorisée qui a tout perdu avec ce régime. Pourtant, au début, Khomeini disait qu'à l'époque du Shah, c'était des privilèges qui avaient tous les privilèges étaient réservés à certaines couches et que lui, il va libérer la couche il va s'occuper de la couche défavorisée, mais finalement, c'est la couche défavorisée qui est sortie après 39 ans de règne du régime dans les rues. S'il y a un aspect des manifestations qui est beaucoup relayé en France, c'était les femmes qui enlèvent le foulard. Mais en lisant ce que tu as écrit dans l'ouvrage Où en est l'Iran, c'est finalement... C'est une petite peine. Si tu enlèves ton foulard en Iran, tu peux t'en sortir avec une amende. Donc ça arrive finalement extrêmement loin dans la liste des libertés dont les femmes sont privées, celle de porter ce qu'elles veulent. Avant ça, il y a plein d'autres libertés qui sont bafouées et qui sont passibles de la peine de mort. Donc à te lire, j'ai plus l'impression que cette histoire de foulard est très anecdotique pour la situation politique en Iran. Je ne peux pas dire que c'est anecdotique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes femmes qui ont ôté leur voile en public en Iran, parce que, si tu veux, le régime a
énormément investi sur le foulard, enfin sur le hijab, sur le voile. Et au nom d'être mal voilé, il profite beaucoup pour écraser la société. Et, si tu veux, le voile est, je peux dire, c'est l'un des piliers du régime islamiste, je veux dire plutôt. Le régime islamiste, c'est le parrain de Daesh, le parrain des islamistes et des djihadistes. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces filles. Mais il faut te dire que ce mouvement qui a eu une sorte d'agrandissement dans les médias en Occident, s'inscrit, si tu veux, dans le mécontentement général qui règne en Iran. Et d'une part, et deuxièmement, c'est parce que le régime est déstabilisé et fragilisé suite à ces mécontentements, à des manifestations qui n'ont pas seulement commencé à la fin de l'année dernière. Ça fait près de 2 ans que les Iraniens se rassemblent devant le Parlement, par exemple, à Téhéran, devant les mairies dans les autres villes, pour dénoncer le manque de liberté, pour dénoncer la pollution d'air pour laquelle on fait rien, l'assèchement des fleuves et des rivières en Iran, et surtout les gens dont l'argent a été spolié par les sociétés enfin les banques d'investissement et de crédit qui sont affiliées aux bras armés du régime, qui sont les gardiens de la révolution. Il y a des gens, je connais, qui ont perdu toute leur économie, c'est-à-dire l'économie de toute une vie dans ces banques, et qui ont tout perdu. Donc ces gens-là se rassemblaient souvent devant ces sociétés, et après ils étaient dispersés violemment par les agents de sécurité, etc. Donc ce qui s'est passé en janvier, c'est pas nouveau, hein. C'est, si tu veux, suite. Ça a pris l'ampleur à cette époque-là, mais c'est suite à beaucoup de mécontentements qui sont maintenant généralisés dans le pays. D'accord, je comprends. Donc, l'histoire des femmes qui enlèvent le voile, ça attire l'attention du monde entier, bien sûr, mais derrière, c'est une colère abyssale, si tu veux, de la population en Iran. Qu'est-ce qui nourrit cette colère, en fait ? Est-ce que, je me pose la question du principal facteur qui nourrit cette colère. Est-ce que c'est un mécontentement politique ? Est-ce que ce qui pèse sur la société, c'est un verrou culturel ? Il faut que les mœurs évoluent et ça prendra du temps. Est-ce que c'est la religion qui maintient cette chape de plomb sur la société et contre les libertés ? C'est quoi, selon toi, les facteurs de cette colère ? Alors, je peux te dire que la chape dont tu parles, c'est pas une chape religieuse, c'est la chape imposée par l'idéologie islamiste d'un régime qui, à mon sens, d'après ce que j'ai lu sur l'islam, ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'islam, qui invite ses adeptes à avoir un bon comportement dans la société et vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on appelle la suprématie d'un guide religieux qu'on appelle Velayat-e Faqih, c'est-à-dire le guide autoproclamé qui était Khomeini, et maintenant c'est Ali Khamenei. Cette chape, c'est ça. C'est une chape des lois liberticides. Et la colère des gens vient du fait que l'Iran est un pays immensément riche. Les gens dorment sur les gisements de pétrole et de gaz, et que leur vie n'est pas à la hauteur. Et que imagine-toi que les autorités de régime désignent plus d'un tiers de la population iranienne, 80 millions iraniens, au-dessus du seuil de la pauvreté. Est-ce que tu peux imaginer ça ? Et quand il y a eu l'accord nucléaire sur le programme nucléaire iranien, dont on disait que les gens voulaient du nucléaire, mais les Iraniens
ne voulez pas pourquoi vous voulez ça? Donc, pendant plus de 13 ans, je crois, le régime, sous prétexte qu'on va faire le programme nucléaire, dépensait la richesse du pays. Après, depuis 2011, il soutient le régime de Bachar al-Assad. Il dépense la richesse du pays en Syrie, au Liban, pour Hamas, au Yémen, récemment. Donc maintenant, les gens voient que non seulement l'accord sur le programme nucléaire n'a pas apporté tout ce que Rouhani avait promis en disant qu'il va y avoir des investissements en Iran, vous allez voir, la vie sera ceci et cela. Et donc, la colère monte davantage. La colère existait, mais avec le résultat du mandat, enfin, de premier, deuxième mandat de Rouhani, c'est encore pire. La pauvreté avance. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une colère contre les lois liberticides, tu peux pas faire de la musique, tu peux pas faire de la peinture, tu peux pas aller au stade regarder un match quand tu es une femme, tout ça, ok? Et à côté, t'as pas d'argent pour vivre correctement dans un pays immensément riche. Et à côté de ça, tu vois, les enfants des mollahs qui vivent, mais alors d'une vie luxueuse que tu peux même pas deviner qui existe en Occident. Les mollahs, c'est les dignitaires religieux Oui. Qui sont dépositaires d'une autorité politique aussi? Mais bien sûr. D'accord. C'est eux qui dirigent le pays. C'est des religieux qui dirigent le pays. Okay, donc c'est l'instrumentalisation politique de la religion qui est à l'origine. Et pour te dire, tu parles de cette colère. Moi, je crois qu'il y a une très grande partie aussi de colère qui consiste à ne pas être d'accord avec ce que eux ils représentent comme l'islam, parce qu'au contraire de beaucoup de gens qui disent que maintenant les Iraniens en ont marre de la religion, etc. Connaissant mes compatriotes, je crois que l'islam chiite, qui est en fait l'islam iranisé, est ancré dans la tête des Iraniens. C'est-à-dire, même j'entends chez les gauchistes iraniens, disent à la fin de leur discours, ils disent « Inch'Allah », si Dieu le veut. Finalement, tu sais, c'est ancré dans la tête et dans l'esprit des Iraniens. Donc, ils ont trahi l'islam, ces gens-là. L'islam qu'on connaissait, l'islam pour lequel on avait beaucoup de respect et qu'on a du respect. Mais ils ont détruit tout à ce les Iraniens voulaient croire. Tu vois? Donc, il faut te dire qu'il y a beaucoup d'exécutions, il y a beaucoup de détentions, il y a actuellement plusieurs femmes prisonnières politiques en Iran, dont une est dans un état vraiment très très mal parce que elle a fait une grève de la faim depuis 50 jours. Elle s'appelle Golrokh Iroi. On envoie des courriers partout. Il y a Amnesty International qui demande au régime iranien de la laisser être soignée à l'extérieur de prison. Tu sais, il y a des catastrophes comme ça. Donc, moi, je suis contente si tu peux nous aider les femmes iraniennes à voir l'écho de tout ça en France, parce que moi, je connais énormément de Français qui sont très sensibles à ces questions-là. Et donc, au lieu de montrer des filles maquillées du nord de Téhéran, il faut penser à ces femmes qui sont dans les prisons iraniennes, qui sont des geôles, mais alors à mourir quand on pense ce qui se passe, parce que être une femme dans les prisons des mollahs, c'est 1000 fois pire que d'être homme. Donc, tu peux me comprendre ce que je veux dire. Comment on peut les aider? Comment on peut aider les Iraniennes?
il faut médiatiser leur cas. Il faut, si tu veux, moi, je peux te parler de ces 5-6 femmes. Je peux t'envoyer des documents pour qu'on soit au courant de ce qu'elles font. Golrukh Hirayi a fait un article qui n'a jamais été publié sur la lapidation en Iran. Elle a été arrêtée suite à cet article qui n'a pas été donc diffusé. Et elle est en prison. Elle a été en prison à Téhéran, dans la prison d'Evin. Elle a porté soutien, enfin, elle a porté son soutien au soulèvement en Iran. Elle et la fille qui s'appelle Athéna Daemi, qui était avec elle dans la même cellule, ont été transférées par force à une prison, à une autre prison, Archak, qui est à côté de Téhéran, à Baromin, où il y a des femmes dangereuses qui sont, c'est-à-dire c'est des prisonnières des droits communs qui sont détenues. Donc ces deux militantes des droits civiques ou civils sont emprisonnées en même temps à côté des femmes dangereuses. Elle a fait une grève de la faim. Imagine-toi, depuis une 50aine de jours. Et c'est une prisonnière politique. C'est une... oui. Tu me parlais aussi de la chef de la Révolution. On dit tout ça, je sais que ça fait mal d'entendre tout ça, mais à côté de ce qui se passe sur les femmes iraniennes, il faut te dire que les femmes iraniennes sont massivement présentes dans la résistance iranienne. Il y a un mouvement de résistance iranienne qui a son QG en France. Et à la tête de ce mouvement se trouve une femme, Mariam Rajavi, qui est une femme musulmane, qui porte un foulard, mais qui, pour moi, personnellement, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai connu, elle est une vraie féministe au bon sens du mot. C'est quoi le bon sens du mot? C'est-à-dire parce que maintenant, en France, dès que tu dis que tu es féministe, waouh. Mais elle est à la tête de ce mouvement de résistance où il y a beaucoup d'hommes. Et tu sais que tu sais peut-être pas, mais les hommes, les Iraniens, ont énormément de respect pour cette femme. Et ça, c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire que le leadership des hommes iraniens par une femme, c'est exceptionnel. Et c'est parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle a perdu une sœur à l'époque du Shah en prison, une deuxième sœur qui était enceinte dans les prisons de Khomeini. Et elle milite pour un Iran libre. Depuis à peu près 15 ans, elle a présenté un programme de 10 points pour l'Iran de demain. Si tu veux, je peux te l'envoyer. Et où l'Iran de demain sera un Iran sans peine capitale, sera un pays laïque, sera une république au suffrage universel, sera une république où les hommes et les femmes auront une égalité, mais alors totale. Elle invite même les femmes de occuper des postes clés en politique, ce qui est mon rêve, pas pour moi, mais pour ma fille et la génération future en Iran. Elle invite à respecter toutes les conventions internationales qui ont été signées par l'Iran, qui ne sont pas respectées par ce régime, par le régime actuel, laïcité totale. Et donc, je me rappelle, une fois, on présentait ce programme à
à des députés européens, et il y a un député espagnol qui a dit que si vous me donnez ce programme pour l'Espagne, je prendrai avec plaisir. Ça va être une base d'une vraie démocratie. Alors, le Conseil national de la résistance, une fois le régime renversé, se donne la mission d'organiser, si tu veux, les élections en Iran. Il ne veut pas rester en place au pouvoir. Il veut juste donner le pouvoir au peuple. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui est dans les starting blocks qui attend que... Je ne connais pas, moi, personnellement. Tu connais, tu me diras. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas à part ça, parce que si tu veux, s'opposer à une idéologie dont on a parlé juste d'une partie, qui a pendant 40 ans persécuté le peuple iranien au nom de l'islam, il faut avoir beaucoup de force pour opposer à un tel régime qui a l'argent de l'Iran, qui a énormément de possibilités, qui achète je peux te dire, des gouvernements. Donc, s'opposer à un tel régime demande énormément de force, énormément de détermination, et c'est ce que je vois dans ce conseil. On n'a pas arrêté depuis plus de 30 ans de s'opposer à n'importe quel mouvement de régime. Il y a l'opposition devant. Alors, moi, j'aimerais connaître s'il y a d'autres forces qui est capable de faire ça. J'irai derrière. Quand on s'est rencontrés lors du déjeuner, tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu disais que si l'Iran, le peuple iranien arrive à renverser ce régime, ce sera la clé pour que toute la région se libère aussi des régimes oppressifs. Parce que il faut voir, parce que l'Iran est le pays le plus grand et le plus peuplé, le plus éduqué du Moyen-Orient. Avec une histoire que tu connais, 3000 ans d'histoire, où il y a eu des femmes qui étaient à la tête de notre histoire. Alors, si un tel pays arrive à libérer ce potentiel qui est le mouvement des femmes iraniennes, les femmes iraniennes dans la résistance sont des militantes à plein temps. C'est pas de temps en temps, c'est pas comme moi. Moi, j'ai ma vie privée, si tu veux, mais en même temps, mes heures libres, je consacre à mon militantisme. Mais les femmes telles que Mariam Rajavi, ou je peux te dire 3 générations qui travaillent pour elle, autour d'elle, elles sont là à plein temps, même voire toute la nuit. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai eu l'honneur et la chance de côtoyer certaines, comme par exemple Farideh, que tu as vu. Elles ont une détermination pour libérer l'Iran qu'on voit vraiment mal quelque part ailleurs. Alors, une fois que ces femmes libèrent, si tu veux, cet immense pays qui est l'Iran, est-ce que tu crois que ça n'a pas d'influence sur le Moyen-Orient? Que déjà nos sœurs en Tunisie, que nos sœurs en Arabie, que nos sœurs dans beaucoup d'autres pays auront quand même comme exemple une lutte de 40 ans devant l'intégrisme islamiste. Est-ce que tu ne crois pas que ça va arriver jusqu'en Europe, où les foyers d'islamistes que tu vois ici, ou que tu vois parfois des femmes qui vont avec Daesh, ça va changer. Tout ça, ça va changer. C'est-à-dire, une fois que tu parles de l'islam, vrai islam qui te demande la paix pour tout le monde, est-ce que ça va pas changer? Moi, je suis absolument sûre. Il faut compter 40 millions de femmes iraniennes qui seront libérées. C'est pas, c'est tout un peuple. Tout un peuple.
Est-ce que tu as encore de la famille en Iran? J'ai mes tantes de côté de maman, mon oncle. J'ai quelques cousins, cousines, mais la plupart d'autres membres sont à l'étranger. Et tu disais que le régime surveillait énormément toutes les communications, tous les réseaux sociaux. Oui. Et t'es jamais inquiétée que tes activités en France menacent ta famille? Si, bien sûr, bien sûr. Pendant des années, je faisais des activités sans donner mon nom ou sans, si tu veux, qu'on voit mon visage, c'est normal. Mais maintenant, si tu veux, ma mère est décédée et comme je t'ai dit, je ne pardonnerai jamais ce régime parce que j'ai pas pu assister à son enterrement. Et mon père est décédé aussi, donc ma sœur et mon frère sont au Canada. Donc, famille proche, non. Bien sûr, je suis très proche à mes tantes qui sont en Iran, mais ils ont d'autres noms. Donc, d'accord. Mais je sais que autour de nous, dans notre association, il y a des femmes qui ont la famille proche en Iran, qui ne sont pas aussi libres que moi dans mes propos. Donc le régime surveille Facebook, tout. Facebook est presque fermé. WhatsApp. Et il y a WhatsApp, Imo, tout ça, mais le régime est en train de filtrer Telegram. Ça, c'est, oui, et leur projet consiste à avoir une sorte d'internet intérieur pour surveiller vraiment à 100% tout ce qui se passe. Voilà. D'accord. Donc médiatiser le combat des Iraniennes et des Iraniens, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. J'espère que tu le feras. Je vais faire ça. Merci infiniment pour ton témoignage, Simine. J'étais vraiment ravie de t'avoir. Merci à toi. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose dont tu voulais parler? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu voulais répondre? Non, c'était pas une question, mais je souhaite transmettre mon enthousiasme pour l'avenir de l'Iran, qui va changer une très grande partie de la face du monde. Et que j'invite vos lectrices, jeunes ou moins jeunes, à aider les femmes iraniennes qui sont contre l'intégrisme islamiste, qui est vraiment un fléau qui fait perdre tous les acquis du monde, enfin des droits de l'homme, tous les droits de l'homme, les acquis des femmes. Et ça, c'est le premier danger contre leur vie, contre l'avenir de leurs enfants. Et donc, j'invite vivement à nous rejoindre. Et je vous invite aussi à un grand rassemblement que nous avons en général en fin juin, début juillet, où la diaspora iranienne se réunit autour de Madame Mariam Rajavi. Et là, vous pouvez constater de près la force de la résistance iranienne. Je ferai ça. Alors, j'en profite parce que pour mobiliser plus de monde, je sais qu'il y a plein de gens qui hésitent parfois, par manque de compréhension, je pense, des enjeux autour de la religion. Et je pense que ton témoignage va permettre de clarifier ça pour beaucoup de gens, à savoir que c'est pas rejeter l'islam que de rejeter un régime politique islamiste, puisque c'est complètement la religion est complètement dévoyée dans son application, dans son interprétation, et que par exemple relayer les manifestations de femmes iraniennes qui enlèvent leur voile, ça ne veut pas dire que le voile est le symbole de l'oppression et que toute femme voilée serait complice du régime. C'est pas du tout ça le message qu'elle fait passer. Parce que si tu veux, le voile en Iran, ma grand-mère portait toujours un foulard, mais elle avait du rouge très très vif sur ses lèvres. Donc ça fait partie en quelque sorte du vêtement des femmes iraniennes. C'est pas ça, c'est comme en Inde, tu vois, les saris fait partie de l'habit des femmes. Mais comme tu dis, à juste titre, le voile n'est pas seulement la revendication des femmes iraniennes, c'est d'abord la liberté de respirer, de faire ce dont elles ont envie de faire. C'est ça qu'elle veut. Mais il faut dire qu'avec ce régime, c'est pas possible. Parce que la liberté pour les femmes, c'est-à-dire la fin du régime.
pour être libre de s'habiller comme on veut et de pratiquer la religion qu'on veut comme on veut, il faut aussi avoir la liberté de ne pas pratiquer de religion ou de ne pas obéir aux lois des autres. Merci beaucoup pour ton témoignage, sincèrement. Merci à toi. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.